Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audoux des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio numéro du 1er août. Et comme dans chaque numéro d'août, on va faire un énorme focus sur IR local, anciennement Média Local. Bref, les audiences des radios en région, ça tombe une fois par an et c'est en juillet. On fait le débrief avec Rémi Bertolon et Julien Vigier, avec notamment le top 3 des grandes agglomérations, la revue des radios indépendantes qui montent et celles qui descendent, et enfin l'audience des pure players DAB, ces radios qui n'émettent pas en FM et qui commencent enfin à apparaître dans les sondages. Avant ça, on fera un petit tour de l'actu radio. Julien, comme chaque mois, nous partagera ses carnets d'écoute avec un focus ce mois-ci sur les émissions et podcasts consacrés au Tour de France par RMC et par l'équipe. Et Rémi nous fera aussi une comparaison de l'expérience utilisateur pour l'écoute radio entre une enceinte connectée et les postes DAB+. Dans la deuxième partie interview, Julien Vigier reçoit Frédéric Sigrist. Frédéric est animateur de France Inter depuis plusieurs étés avec l'émission Blockbusters consacrée à la culture pop. Il nous explique son parcours, pourquoi cette émission, son état d'esprit, comment il choisit ses invités et dans l'ensemble, comment atteindre le succès sur un thème aussi particulier, surtout l'été, sur la première radio de France. Des ondes Vocast, épisode d'août, c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on commence tout de suite avec le Zoom Actu, le condensé de l'actu radio du mois dernier en 1 minute. Et premièrement, cette nouvelle de Zao de Sagazan qui aurait été blacklisté des playlists des radios du groupe Lagardère après avoir critiqué Cyril Hanouna. Ce que Lagardère, via Alain Liberty, a démenti aussitôt après une tribune de 150 artistes et producteurs dans la presse. En juillet, il y a eu aussi les sondages IR national qui sont tombés. L'audience générale de la radio est toujours en baisse et quand même assez grosse surprise car la plupart des radios généralistes, elles aussi, étaient en baisse alors que l'actualité avec les européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale était très dense sur cette période avril-juin. Mais voilà, espérons que la radio retrouvera des couleurs à la rentrée. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier et bel été à tous les auditeurs des ondes Vocast. Tu es le directeur général de VO2X, agence de production audio. D'ailleurs, c'est VO2X qui fait le podcast de la Dépêche du Midi consacré au JO avec une journaliste dédiée sur ce podcast 3 fois par jour. Pas mal. Alors, comme chaque mois, on te retrouve pour les carnets d'écoute. Et ce mois-ci, tu t'es intéressé à la couverture du Tour de France en radio et en podcast par RMC et aussi par le journal L'Équipe. Le Tour de France et le cyclisme, c'est une de mes grandes passions. L'autre, c'est la radio et le podcast. Alors quand les deux se mêlent, généralement, ça se retrouve sur RMC. J'ai écouté cet été le Tour de France et la couverture par RMC. Comme d'habitude, c'était absolument génial. Déjà parce qu'ils ont mis en place une radio 100% Tour de France. Ils le font pour les grands événements sportifs. Ils l'ont fait pour l'Euro et la Coupe du Monde de rugby à la rentrée 2023. Souvenez-vous. C'est-à-dire que pendant toute la journée, il y a une antenne dédiée au Tour de France. Ça permet notamment de suivre le début des étapes quand il y a une autre émission qui est en route sur l'antenne classique, de faire des débriefs réguliers et longs. Ils prennent leur temps et tous les journalistes ainsi que tous les consultants sont sur le pont pour parler vélo. Donc c'est un bonheur. À chaque fois, moi, je mettais la radio spéciale Tour de France sur l'application RMC et je tombais sur soit la course, soit un décryptage. Sinon, sur l'antenne, évidemment, il y a l'After Tour. Ça, c'était l'émission principale à retrouver on air et en podcast. Et alors là, je me suis vraiment régalé. Je vais vous en parler parce que j'en ai écouté 2 des émissions consacrées au vélo pendant le Tour de France. Celle d'RMC, l'After Tour, et puis l'équipe du Tour, le podcast de l'équipe. Et mon cœur a penché largement en faveur de l'After Tour. Je vais démarrer avec l'émission de l'équipe, qui était plutôt bien ficelée. En une vingtaine de minutes, les journalistes spécialisés de l'équipe revenaient sur l'étape du jour avec une thématique. Donc ça, c'était bien. Dans la ligne éditoriale, pas de souci. Après, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de private jokes et que quand on n'était pas habitué à écouter le podcast, on était de temps en temps un petit peu perdu. Voilà. Savoir qui est qui, c'était pas tout à fait lisible. Alors que du côté d'RMC, il y a ce côté
immédiat, de la présentation excellente de Christophe Cessieux, ça faut bien dire les choses. Il est là depuis très longtemps sur RMC, il connaît son sujet. Donc très bien présenté, très dynamique avec l'habillage RMC. On est sur une émission d'1 heure, contrairement à la vingtaine de minutes consacrée à l'équipe. Donc on va un peu plus au fond des choses, des réactions. Arnaud Souk qui était sur la moto notamment et qui commente le vélo est là pour nous donner son sentiment. Il y a le druide Cyril Guimard dont c'est la dernière saison à RMC. Il l'a annoncé, il se fait vieux. Cela dit, attention, sur RMC, on a déjà eu Jean-Michel Larquet qui avait dit qu'il démissionnait, qui arrêtait et qui partait en retraite et finalement il est toujours là. Donc on ne sait pas, peut-être que Cyril Guimard sera encore là l'année prochaine. En tout cas, il a annoncé qu'il partait. Et bon, il a une belle science du vélo, c'est quand même l'ancien coach de Laurent Fignon notamment. Voilà, c'est un cycliste émérite. Il a coaché aussi l'équipe de France de cyclisme, donc il sait de quoi il parle et il y a ce côté un peu papy, qui est agréable, faut dire les choses. Moi, j'aime bien Cyril Guimard. Et alors, l'autre personnalité de ce podcast, c'est Jérôme Coppel, ancien coureur cycliste, qui lui apporte du piquant, ne serait-ce que dans sa voix d'ailleurs, qui est un petit peu particulière, un peu nasillarde. Il amène de l'ironie et j'ai trouvé que c'était en tout cas plus complet et plus agréable que le podcast de l'équipe. Voilà, donc je voulais vous signaler tout ça. Quand c'est l'été, c'est RMC en ce qui me concerne. Je crois que là, ça va être les JO et c'est pareil, je vais basculer beaucoup sur RMC. Et du coup, ça déstabilise un peu. Et on se dit, est-ce que c'est de l'arrogance ou de la provocation ? Non, c'est pas ça. C'est que on avait des rigolos dans le peloton. T'en as connu, vous en avez connu. Oui, mais les patrons n'étaient pas des rigolos. Voilà, les patrons n'étaient pas des rigolos. Ouais. Les boss n'ont jamais vraiment été des rigolos. Ben non, ils ont jamais été. Aujourd'hui, on veut tout normer. T'as même plus le droit d'embrasser ta copine et ton gamin. Moi, franchement, je trouve qu'au contraire, ça le rend sympathique. Gueule. Bien sûr. Non, mais attendez, et on te dit, mais c'est pour l'image. Alors, effectivement, t'es dans la même mentalité que les arbitres qui disent, au nom de l'image, t'as pas le droit de faire ça. Donc, pour Pogačar, au nom de l'image, t'as pas le droit de faire mine d'arroser ta copine qui est au sommet du col. T'as pas le droit, c'est pas bon pour l'image. Je te dis pas ça. Pogačar, il est dans la file. Et en plus, il connaît par cœur le col. Et là, il s'écarte sur la droite et il regarde en dessous. Le nombre de coureurs qu'on fait ça derrière. Mais t'as pas les caméras. Mais pourquoi Bernard Hinault le faisait pas ? Vivre sa vie. Pourquoi Miguel Indurain ne le faisait pas ? Pourquoi tout cela ne le faisait pas ? Mais prenez la personnalité d'Indurain. Indurain, il était froid. Mais il était comme Vingegaard un peu, finalement. Oui, Indurain, voire même tout calibré, il n'y avait rien qui dépassait. Si Indurain, il pouvait éviter une caméra, il évitait une caméra. Donc en fait, on a le gendre idéal, quoi. Bah ouais. Extrait de l'After Tour de RMC. Merci Julien, on te retrouve tout à l'heure pour parler de IR local. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi, tu animes le programme en voice track Rémi et Jam, un duo pour les matinales ou pour les drives sur les radios locales. Et ce mois-ci, tu t'es intéressé à l'expérience utilisateur pour l'écoute de la radio, entre d'une part les enceintes connectées, ou ce qu'on appelle aussi les smart speakers, et les récepteurs DAB+. Oui Olivier, un petit retour d'expérience pour cet été, un petit retour sympa avec vous tous et comme souvent ça se passe dans ma cuisine parce que je me suis aperçu que j'avais troqué assez naturellement ma Google Home par un poste DAB. Alors c'est vrai que sur le papier on l'a toujours dit ici, la Google Home ça paraît plus ludique, plus sympa, seulement un petit peu de lassitude au niveau des commandes vocales, ça marche de moins en moins et puis tout bête, ma box a changé, le Wi-Fi aussi. Et bon, avec la lassitude qui va avec la Google Home, eh bien, je n'ai pas changé les codes sur mon appli et donc elle ne marche absolument pas. Je l'ai changé, j'ai rebranché mon petit poste DAB. C'est quasiment la même chose, sauf que je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'on est beaucoup plus fidèle, et notamment à la maison, sur 2-3 radios, voire une radio, plutôt que écouter 1000 choses avec sa Google Home. Déjà, des playlists, évidemment, des playlists Deezer, c'est ce que je faisais régulièrement. Je testais de nouvelles radios. J'avais tendance, là aussi, avec la commande vocale qui marchait de moins en moins, à abandonner aussi l'écoute. Donc voilà, mon idée, et c'est mon appel pour cet été, peut-être pour la rentrée aussi, cher patron de radio, allez faire un tour sur Amazon, par exemple, Cdiscount, But, Darty, acheter des postes DAB pas chers. Il y en a autour de 20 balles.
Et si vous enlevez la taxe pour vous, parce que c'est du hors-taxe qui vous intéresse, ça sera encore moins cher. L'idée, c'est d'acheter des postes et de les offrir aux auditeurs régulièrement, tout le temps. Alors, si vous avez des partenariats, c'est bien. Si vous avez un annonceur qui vous suit, c'est encore mieux. Mais voilà, un petit investissement de rien du tout. L'idée, c'est que sur l'antenne, on entende souvent le petit bonus, le petit cadeau en plus. Alors, vous allez me dire, on l'a fait. Ouais, mais oui, le beau truc. Vous avez offert un poste DAB de 250 €. Il a un design sympa. Le son est encore mieux. D'accord. Mais là, le principe, et c'est ce que je vous soumets comme idée, c'est d'offrir des postes DAB régulièrement sur l'antenne, et c'est comme ça qu'on va créer une dynamique, parce qu'il faut récupérer les auditeurs qui sont chez eux à la maison, on les a perdus, et c'est peut-être une bonne démarche plutôt que tout simplement dire écoutez-nous sur le DAB, alors que les auditeurs, on les stimule pas d'un point de vue technique, et les peut-être rappeler aussi que c'est pas si cher que ça. C'est donc ma contribution pour cet été. À vous de me dire ce que vous en pensez. Merci Rémi. Et c'est marrant parce que je m'étais fait la même réflexion. Si les quelques 500 radios françaises offraient chacune, disons, 100 postes DAB+, à leurs auditeurs, eh bien ça rajouterait 50 000 nouveaux récepteurs dans le parc. Et pas dans les mains de n'importe qui, puisque ces personnes étaient déjà des auditeurs radio, donc ce seraient des vrais prescripteurs pour renforcer l'écoute de ce média. Alors, bonne idée. Des ondes Vocast. Et donc, c'est l'heure de faire notre grand tour des résultats de IR Local. Je le rappelle, IR Local, anciennement Média Local, c'est une étude annuelle de l'Institut Médiamétrie mesurant l'écoute de la radio en région, avec un découpage au niveau régional, départemental et aussi des principales agglomérations. Ce sont des enquêtes téléphoniques, les mêmes que celles de IR National, mais sur des périodes de temps plus longues pour densifier l'échantillon au niveau local. Désormais, cette fenêtre de temps, c'est sur 2 ans. Rémi, tu es toujours là, et sur IR Local, tu t'es tout d'abord intéressé aux audiences dans les plus grandes métropoles, le top 3, disons, des principales radios, ainsi que la première indé pour chacune de ces grandes villes. Ouais, comme tu le disais Olivier, on est parti pour notre grand tour de France des audiences radio avec une bonne dizaine de grandes villes. Alors il me semble que l'année dernière, on était parti des régions au nord de la France. Alors du coup, on commencera par le pourtour méditerranéen, le sud-ouest, on longera l'Atlantique, les zones nord et enfin on terminera en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, tout naturellement, on commence par la Côte d'Azur. On s'installe à Nice. Alors c'est France Inter et France Info qui se partagent respectivement les 2 premières places. On est dans le sud, on le sent, puisque juste après c'est RMC, petite marche du podium mais quand même. Et puis du côté des musicales, c'est Énergie, suivi de très près par Skyrock. Toujours très intéressant de souligner que ça marche très fort pour Radio Classique à Nice, qui se positionne avec 4 points d'audience cumulés devant Nostalgie, devant Rire et Chanson, France Bleu, Europe 1, Chérie FM, RTL2. Donc Radio Classique, 7e à Nice. Donc c'est intéressant de souligner. On se déplace, on va du côté de la cité phocéenne. Et tout comme à Nice, les 2 radios leaders, France Inter et France Info. À la différence, RMC n'est pas 3e, mais la radio musicale très installée à Marseille, comme vous le savez, c'est Skyrock avec près de 8 points à Marseille. Ensuite, RMC qui perd légèrement, suivi par Énergie et France Bleu Provence. Et là, il faut noter que la locale de Radio France est un petit peu à la traîne à Marseille. Elle perd presque 20 000 auditeurs. Côté local des indés, on s'intéresse toujours à Radio Star. Ça, c'est la tradition. Annoncé en recul sur sa zone de diffusion. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est Marseille. Et donc, je vous dis que Star reste stable sur la cité phocéenne. On laisse la Méditerranée pour rejoindre le département du Gard. On est à Nîmes. C'est toujours très intéressant de savoir ce qu'écoutent les Nîmois. Avec France Inter, leader, 12 points. En numéro 2, ce n'est pas France Info, mais France Bleu, Gare-Lozère. La radio installée au pied des arènes de Nîmes perd quand même 5000 auditeurs, mais conserve une 2e place. Ensuite, c'est une musicale, c'est Chérie FM, toujours très écoutée à Nîmes. On en parlait justement l'année dernière, n'est-ce pas? Ensuite, Énergie, Skyrock. On note la radio associative Radio Nîmes, plutôt orientée senior, qui marche toujours très fort et en progression encore du côté des Nîmois, avec 8000 auditeurs quotidiens. Du Gard, on a un petit saut à faire pour rejoindre l'Hérault et Montpellier.
C'est toujours très intéressant de savoir qu'à Montpellier, c'est toujours très très fort France Inter avec 17 points, leader large, très loin, la plus écoutée. Après, c'est France Info. France Inter, c'est 71 000 auditeurs. France Info, 40 000 à Montpellier. C'est pas le double, mais on n'est pas loin des 40%. La troisième radio, c'est RMC, toujours Radio du Sud. Et puis Skyrock. Il faut compter entre 6 000 et 10 000 auditeurs pour retrouver les Indés à Montpellier, RTS ou encore Radio Flash. Les deux radios sont en léger repli à Montpellier. On va dans le sud-ouest, on rejoint les Toulousains. On aime bien ce secteur de l'Occitanie avec la Ville Rose. Les Toulousains accrochent pas mal avec France Inter, leader, suivi par France Info et RMC. On peut noter d'ailleurs que RMC est en constante progression ces derniers temps à Toulouse. La première musicale, cette énergie, suivie de très près par Skyrock. Toulouse FM, toujours stable. Toulouse FM avec 50 000 auditeurs pour les Indés. Et puis le nouvel entrant, vous le savez, c'est 100% il y a quelques temps. C'est toujours intéressant de regarder. 14 000 auditeurs côté Toulouse. Et puis loin derrière, France Bleu. On laisse Toulouse pour Bordeaux. On va effectivement à Bordeaux, toujours leader France Inter, très puissant, 15 points, suivi par France Info, 10 points. Puis la petite marche du podium, je m'y attendais pas forcément, mais cette RTL, pour la première fois de ce Tour de France des audiences dans les grandes villes de France. Donc RTL, bonne couleur côté Bordeaux, troisième devant RMC, avec seulement 800 auditeurs de plus. Ça se joue à pas grand-chose. Du côté des musicales, cette énergie. La première locale, c'est 8FM, bien placé, 43 000 auditeurs, léger recul, presque d'un point. C'est intéressant de savoir qu'à Bordeaux, Skyrock est juste derrière Nostalgie, avec 39 000 auditeurs. Et puis, vous l'avez compris, on aime suivre les nouveaux entrants, notamment Forever, création de la maison 8FM, 14 000 auditeurs, ça reste stable à Bordeaux. Et enfin, je l'ai noté, tiens, au passage, pour l'avoir vu passer sur les réseaux, je me suis dit, je vais vous le dire, Virgin Radio à Bordeaux, c'est 1300 auditeurs. On va à Nantes, France Inter, c'est presque 20 points, France Inter à Nantes. J'exagère, mais 19,3%, c'est presque le double de France Info qui est deuxième, mais pas mal, 10 points. Ensuite, deux autres généralistes à Nantes, RTL, RMC. La première musicale à Nantes, c'est FIP avec 30 000 auditeurs. Ensuite, France Culture, Europe 1, Énergie, Skyrock. Les Indés, c'est Alouette avec 19 000 auditeurs, suivi juste derrière par It West, un écart de 2 000 auditeurs. Et puis l'associative, la radio associative Sun, qui est en progression constante. Bravo, ça travaille bien là-bas, avec 9 000 auditeurs. Pas si loin de Nantes, c'est Rennes, avec le leader France Inter 20 points, suivi par France Info 10, RTL, petite marche du podium. Du côté des musicales, c'est Skyrock qui marche bien, suivi par Énergie et RTL2. D'ailleurs, en Bretagne, les habitudes autour des radios top 40 se perdent, puisqu'il faut attendre Nostalgie, France Bleu et ensuite It West pour revoir un format se rapprochant du top 40. Petite parenthèse pour Alouette à Rennes, qui a ouvert une fréquence l'année dernière, en avril 2023, sur le 91.6. A priori, c'est pas efficace. Il va falloir attendre pour qu'Alouette s'impose davantage du côté des audiences à Rennes, car pour l'instant, a priori, ça serait proche du zéro. Allez, maintenant, on va dans le nord, on va à Lille. Et ce qui nous frappe toujours, c'est la tendance, puisque la première radio, c'est RTL sur sa zone, leader à Lille, avec presque 12 points. Juste derrière, c'est la radio du service public, France Inter, et la musicale Skyrock. Donc ça donne bien le classement à Lille, RTL, France Inter, Skyrock. C'est toujours un petit peu original. La première radio locale à Lille, c'est Métropolis, suivi par France Bleu, et ensuite Contact. Allez, je vous emmène maintenant en Alsace. J'aime bien Strasbourg, parce que ça écoute là aussi un petit peu différemment des grandes villes de France. La preuve, la radio numéro 1, c'est France Info. Oui, France Info à Strasbourg, mais très proche de France Inter. 13,10 points pour l'une, 13 points pour l'autre. D'après ce que j'ai compris, Médiamétrie n'a même pas, au niveau du nombre d'auditeurs, n'a même pas distingué l'une de l'autre.
On reste toujours à Strasbourg. Énergie, c'est toujours la Panthère qui s'installe bien du côté de la capitale de l'Alsace avec 9 points. Et la radio musicale juste derrière, c'est Top Music. Belle performance, on peut le noter. Et puis l'Alsace, on écoute très peu RMC. C'est normal parce qu'à Strasbourg, il n'y a pas de fréquence. Vous allez sur le site de la radio, ça vous envoie sur des fréquences des grandes ondes en fait. Et n'empêche que RMC, je voulais vous le souligner, progresse à Strasbourg et passe à 9600 auditeurs. Sur l'ensemble du département, sur le 67, là, ça fait 18 000 auditeurs. Est-ce que c'est un effet cross-média ? C'est intéressant. Hein, si vous connaissez bien le secteur, vous pourriez nous en dire un petit peu plus. Pour terminer, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. On s'intéresse uniquement à la capitale des Gaules. On est à Lyon. Peut-être la radio la plus intéressante à analyser en province. Je sais pas. En tout cas, c'est selon. C'était historiquement la radio généraliste Europe 1 qui était installée à Lyon, mais depuis, les Lyonnaises et Lyonnais s'en détachent largement. C'est fini pour le groupe Bolloré et le fleuron Europe 1 qui fait seulement 4 points là-bas. La radio leader, c'est France Inter, 16 points, suivi par France Info, 11 points, et RTL, RMC. Et la première radio musicale à Lyon, c'est Radio Scoop. Oui, depuis le début de notre grand tour de France, je pense que c'est certainement la radio côté indé la plus puissante dans une grande ville avec 5,2 points. La Panthère en a toujours fait son cheval de bataille. Lyon, oui, c'est loupé pour cette année. Scoop suivi par Nostalgie, Skyrock et Énergie. Côté format rock, juste avant de terminer, Olivier, Virage est passé Virgin Radio, mais c'est plutôt récent. Les audiences n'ont rien d'intéressant, ça reste stable, avec 18 600 auditeurs. Et puis, on écoute le rock aussi sur Oui FM à Lyon, alors qu'il n'y a pas de fréquence. 6 700 auditeurs. Peut-être l'effet DAB digital ou une fréquence pas si loin. Villefranche-sur-Saône, on est à 50 km, je crois. Il y a d'autres fréquences qui peuvent éduquer aussi les auditeurs. Roanne, pas très loin. Montélimar, pour être un petit peu plus dans le sud. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien pour Oui FM. 100 FM à Lyon avec donc 6 700 auditeurs. Voilà, très belle couverture de toutes ces métropoles. Et on n'a pas tout couvert, bien sûr. Il y a aussi, par exemple, Dijon avec France Inter, France Info et RTL dans le trio de tête. Et puis, la première indé qui est toujours Cassis FM à la 8e place. Des ondes Vocast. Julien, toi, tu as voulu faire un zoom plus particulier sur les radios des indés radios et de savoir celles qui montent et celles qui baissent cette saison. Les grandes radios du GIE, celles que l'on connaît par cœur, celles sur lesquelles on a peut-être déjà travaillé, celles qu'on écoute sur la route des vacances. Quelles sont ces radios qui performent ? Quelles sont les radios qui perdent des auditeurs ? On va faire le focus avec Alouette. Ça, c'est une belle grande radio, si ce n'est l'une des plus grandes du GIE, avec 2000 auditeurs de gagné. Ça passe à 426 000 pour Alouette. Champagne FM, ça, c'est une belle radio du GIE également. Ça gagne 2600 auditeurs et on est sur 109 000. Je rappelle que ce sont les vagues sur les 2 dernières saisons. Au rayon des marques qu'on a l'habitude d'étudier, d'écouter et de voir, on a Fréquence Plus notamment qui prend 4700 auditeurs pour un peu plus de 55 000 auditeurs. Maritima, ça se porte bien avec 3 000 auditeurs de gagné et 59 300 auditeurs pour la radio du sud de la France. Les principales gagnantes côté GIE, il y a notamment Évasion qui marche bien, 4000 auditeurs en plus, Beurre FM pas loin de 10 000, tout comme Jazz Radio avec pas loin de 10 000 auditeurs de gagné également. Et Jazz Radio, c'est 293 000 auditeurs, c'est costaud. La plus grande performance avec Chant de France, plus de 21 000 auditeurs gagnés, ça passe de un petit peu plus de 150 000 à 175 000 auditeurs. On a aussi une très belle performance pour la radio Océane, la vague pop-rock. J'adore le claim. C'est plus de 13 000 auditeurs de gagné. Radio One, avec un petit peu plus de 5 000 auditeurs de gagné, c'est quasiment 14 000 auditeurs. Pour Radio One, pas mal. Ça prend de l'audience du côté de Toulouse FM avec un score de 76 200 auditeurs sur l'ensemble de sa zone. Ça commence à être un joli score. Et Oui FM qui prend 9000 auditeurs pour finir à plus de 405 000 auditeurs. Bon, du côté des radios qui sous-performent et qui malheureusement
perdent des auditeurs, c'est jamais agréable, mais bon voilà, il faut le signaler. On a Vibra, notamment Vibration, qui perd un peu d'audience, hein, et c'est 115 000 auditeurs pour Vibration. Ado FM également qui perd de l'audience. Ça tombe également du côté de Top Music avec 4000 auditeurs qui s'évaporent. On a un petit peu de baisse aussi du côté de Sweet FM, hein, 2400 auditeurs en moins avec 163 000 auditeurs pour Sweet. Kiss FM perd pas mal d'audience sur sa zone avec 57 000 auditeurs au final. Ça perd aussi pour Delta et puis Hot Radio, hein, qui subit une baisse significative de 11 000 auditeurs. Ça baisse également pour Totem avec un petit peu plus de 8 000 auditeurs évaporés. C'est à peu près pareil, hein, du côté de RTS en termes de baisse. Tendance Ouest qui part à la baisse. Moins 12 000 auditeurs, une radio qui retrouve ses performances d'il y a 4 ans. 8FM en baisse également de 2000 auditeurs. 8FM qui performe à 108 000 auditeurs. Impossible évidemment de parler de l'ensemble des radios de France. On vous en a pris quelques-unes qui nous semblaient significatives à la hausse comme à la baisse. Bravo d'ailleurs à celles qui prennent des auditeurs. Une pensée, hein, pour celles qui ont vu quelques auditeurs s'échapper par-ci par-là. Ce qu'il faut remarquer, c'est que sur la vague 2022-2024, c'est maintenant ce genre de vague auquel on va être confronté. Évidemment, on a le sentiment qu'il y a moins de hausse spectaculaire ni de baisse spectaculaire et que c'est peut-être une bonne chose pour la lisibilité des sondages. Merci Julien pour ce panorama. Et oui, c'est vrai que la tendance, ça fait la 3e fois que IR Local a désormais fourni des résultats sur 2 ans. Alors on sait que les résultats sur 1 an sont aussi disponibles, mais seulement à la connaissance des radios elles-mêmes qui ne peuvent pas communiquer dessus. Alors voilà, ça a un peu ce double effet de lisser les résultats d'une saison à l'autre et quelque part, eh bien, de gommer un peu les aspérités et les mouvements, mais peut-être aussi de moins voir les vraies performances. Et aussi eh bien les vrais gadins, hein, disons-le, et peut-être aussi que ça incite un petit peu moins les radios à se remettre en cause et à faire des gros changements. C'est-à-dire que celles qui ont l'audience qui s'érode progressivement, eh bien ça se voit plutôt sur des longues périodes et pas d'une saison à l'autre comme auparavant. Des ondes Vocast. Et maintenant dans IR Local, on va faire le petit tour des pure players DAB. Ce qu'on appelle les pure players DAB, ce sont les radios qui n'émettent que sur le DAB+, ou disons quasiment, puisqu'il y a des radios comme Capsao qui émettent aussi en FM en Rhône-Alpes, ou Mélodie qui émet aussi en FM à Nice, ou encore Chant de France à Paris. Bref, on a voulu analyser les audiences de ces radios en région, là où elles n'émettent que via le DAB+, pour voir si le DAB monte. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a désormais vraiment des audiences DAB qui s'installent et se construisent, notamment sur des programmes thématiques très bien ciblés. La première d'entre elles, c'est Chant de France, qui rassemble, attention, 49 900 auditeurs hors Île-de-France, donc plus ou moins hors de ces zones FM, et donc sur ces émetteurs DAB+, étendus ou locaux. Pas mal, hein, 50 000 auditeurs sur le seul DAB+. Pour info, ça ramène quand même à peu près 350 000 € de chiffre d'affaires en pub national via les Indes radios. Eh bien, de quoi financer sa diffusion. Alors, bravo à Chant de France. L'autre radio DAB+, qui commence à bien cartonner, c'est Mélodie, avec d'une part une marque bien installée, notamment grâce à Mélodie TV depuis plusieurs années, et d'autre part un format très clair avec des vieux gold depuis les années 60, une niche abandonnée par Nostalgie depuis plusieurs années. Désormais, Nostalgie ne commence qu'aux années 80. Eh bien, Mélodie, sur toute la France, ça fait 45 800 auditeurs. Et même si on retire les 16 000 auditeurs de Radio Émotion, désormais Mélodie d'Azur, qui dispose donc d'émetteurs en FM à Nice, eh bien, ça fait toujours tout de même près de 30 000 auditeurs sur le DAB+, tout seul. Donc oui, avec des programmes bien définis, clairs et des marques fortes, eh bien, le DAB, ça progresse. Dans les autres résultats, on remarque aussi que Crooner Radio atteint hors Île-de-France plus de 10 000 auditeurs, alors qu'elle a coupé ces derniers mois plusieurs de ses antennes DAB+, en région pour faire des économies en attendant que le DAB+, monte en charge. Donc voilà, plus de 10 000 auditeurs, c'est quand même pas mal. Chez les radios nationales, Skyrock Classics, qui est donc sur le DAB+, métropolitain, hors Île-de-France, eh bien, ça fait 6700 auditeurs. Donc voilà, petit à petit, ça augmente aussi. Chez RZN, par contre, eh bien, ça reste
un petit peu timide avec seulement 1000 auditeurs hors Île-de-France, alors que le DAB s'est étendu sur la plupart des autoroutes de France. Alors certes, sur la fin de la période, dans cette cette vague, mais bon, la radio est tout de même en tête du classement alphabétique, ce qui devrait en théorie favoriser sa découverte lorsque les gens zappent. Chez Capsao, par contre, eh bien, rien ne va plus. Elle n'apparaît désormais qu'uniquement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où elle dispose d'émetteurs FM. Mais voilà, ailleurs, partout, dans les autres régions, rien du tout. Alors on sait que comme crooner, elle a coupé plusieurs de ses émetteurs récemment. Mais voilà, Capsao, c'est quand même pas un très très bon signe. Chez Pitchoun, enfin, on trouve 3900 auditeurs hors Île-de-France. Alors Pitchoun, elle aussi, elle a coupé récemment plusieurs de ses émetteurs DAB+, mais on rappelle aussi que Médiamétrie ne mesure l'audience que des 13 ans et plus, ce qui a priori n'est pas très favorable pour ce type de programme qui est destiné principalement aux enfants. Voilà, on a fait le tour de IR local. Il y a aussi bien sûr les associatives, les France Bleu, les radios de catégorie C qui s'intéressent beaucoup à ce classement. Rémi a mentionné notamment par exemple l'exemple de l'associative Sun tout à l'heure et de certaines France Bleu. Voilà, IR local est aussi dense et diversifié que l'est notre paysage radiophonique. Et c'est ce qui est beau de découvrir à chacun de ces résultats. Voilà, difficile d'en faire un compte-rendu complet. Des ondes Vocast, l'invité. Et c'est l'heure de retrouver notre grande interview. Julien Vigier, tu reçois Frédéric Sigrist de France Inter. Il y en a qui chantent quand vient la fin de l'été. Avec lui, c'est plutôt quand vient le début de l'été. Frédéric Sigrist de France Inter est avec nous pour évoquer l'émission de l'été de France Inter, Blockbuster. Bonjour Frédéric. Bonjour Julien. C'est vrai que pour savoir si l'été démarre, il faut attendre que Blockbuster commence, en fait. C'est ça l'histoire. Disons que quand j'étais petit, on disait que quand il y a une grenouille qui monte à une petite échelle, c'est qu'il va pleuvoir. Désormais, il y a des sortes de remèdes de grand-mère. Quand je commence à ouvrir ma bouche à l'antenne sur France Inter, c'est que les RTT vont pas tarder à tomber. Les congés payés. On est en plein dedans. Alors, le principe, pour ceux qui n'écoutent pas encore Blockbuster, le principe est simple, c'est la pop culture décryptée pendant 1 heure avec des spécialistes et une bonne dose de fanatitude. La pop culture dans tous les sens, donc Grey's Anatomy, Jul, Amy Winehouse, Star Wars, La Haute République, Freddy, Les Griffes de la Nuit, le compositeur John Williams. Moi, j'ai souvenir d'un épisode autour de Stephen King où j'ai appris beaucoup sur cet auteur. Est-ce que j'ai bien résumé Blockbuster ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait, derrière l'étiquette pop culture que j'aime pas trop, je suis obligé d'utiliser faute de mieux, mais pour moi, la pop culture, c'est la culture avec un grand C, mais qui n'a pas encore été validée par les 2-3 gardiens du temple qui sentent la naphtaline et puis qui vont devoir attendre le passage des ans pour enfin reconnaître que c'était une culture de masse, mais la pop culture d'aujourd'hui, c'est souvent la culture classique de demain. Alors, je me rends compte qu'on a oublié quand même le plus important, c'est revenir rapidement sur ton parcours, parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas aussi. Toi, tu as démarré en radio, sur Inter, justement, mais voilà, t'es passé aussi par Europe, je crois. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un petit peu comment t'es arrivé à la radio ? C'est très simple. En fait, je ne m'y destinais absolument pas parce que moi, mon métier de base que j'ai eu la prétention d'apprendre pendant mon cursus scolaire, c'était un métier de comédien. Et à l'issue de ce cursus-là, moi, je voulais évidemment continuer mon métier de comédien, mais j'étais originaire de Nancy, je suis métis, je suis un gros gaillard, donc autant dire que j'étais dans un entre-deux, pas assez beau pour être jeune premier, pas assez moche pour être remarquable, pas assez noir pour jouer les quelques rôles de noir qu'il y avait dans le répertoire français. Donc je me suis dit je vais voir si je peux écrire. C'est dommage parce que maintenant on a du Raphaël Quenard qui vient de Grenoble. Maintenant venir être acteur et venir d'une petite ville, c'est hype quoi. Maintenant c'est hype, mais à l'époque ça l'était pas. Et puis il faut aussi dire ce qui est. Moi j'ai presque 50 ans, donc j'ai eu le temps de voir le métier évoluer, le métier de comédien comme le métier d'humoriste.
Et comme j'ai commencé par des one-man shows et qu'à l'époque, tout se faisait à Paris, je suis monté à Paris et en jouant mes spectacles dans un théâtre parisien, j'ai été remarqué d'abord par une animatrice radio qui bossait à France Inter il y a des années qui s'appelait Sylvie Larocca. D'accord. Qui m'a fait intégrer une émission qui s'appelait Déjà debout, pas encore couché, qui était tous les vendredis, samedis, dimanches de 5h à 7h du matin. Donc ça, on est en quoi, on est en quelle année à peu près là? Oh là là, alors là on est vraiment, je pense que on doit pas être loin, j'ai plus les dates exactes, mais on est 2001, 2002 dans ces eaux-là. Okay. Et à partir de là, c'est Anne Romanoff qui vient voir mon spectacle dans le 18e et qui me propose de m'embaucher à Europe 1 dans son émission. À l'époque, c'était Samedi Romanoff. Ouais. Et c'était avant qu'elle écrive ses chroniques pour la matinale les lundis, mardis et mercredis. Et ça a duré 3 ans et demi, 4 ans même. Et en fait, moi, j'avais déjà fait copain avec d'autres camarades humoristes avec lesquels je m'entendais très très bien, parce qu'en plus on jouait ensemble au Caveau de la République, notamment un certain Alex Vizorek et Frédéric Fromet. Je connais pas. Et voilà. Et j'étais pote avec un autre humoriste qui lui n'avait même pas encore commencé le one man show, qui s'appelait Guillaume Meurice. Ah ouais. Et tout ce petit monde était arrivé, s'est fait embaucher à l'époque par le Fou du Roi. Et moi, j'étais déjà à Europe 1 et ils m'ont dit, ça serait bien que tu viennes à France Inter. Je dis, oui, mais moi, là, je suis à Europe 1. Et puis, en fait, quand ils ont viré la première fois Anne Romanoff d'Europe 1, parce qu'ensuite, ils l'ont réembauché, et ben moi, ça s'est arrêté. Puis, j'ai reçu un coup de téléphone de Yann Chouquet, le directeur des programmes de France Inter de l'époque, qui m'a proposé d'intégrer la bande originale de Nagui à France Inter. Donc j'ai eu et je suis arrivé juste la semaine des attentats de Charlie Hebdo. Donc c'était quelque chose de très très particulier et je suis arrivé à France Inter à ce moment-là. C'était donc il y a de ça ouais. Là c'était Charlie Hebdo, c'était 2015 quoi. S'ensuit quelques années, 3 ou 4 ans à la bande originale, puis une certaine lassitude notamment de faire des chroniques. Et là, tu pars pour monter Blockbuster en fait. Blockbuster avait même démarré avant que je quitte la bande originale. Par l'intermédiaire de quelle forme? En fait, je faisais les étés parce que j'ai jamais pu avoir le luxe de ne pas travailler les étés. D'accord. Donc moi, quand la bande originale se terminait, j'enchaînais en tant que chroniqueur dans l'émission de Daniel Morin. C'est une émission estivale qui s'appelait À Rebrousse-Poil. D'accord. Et avec Albert Algou, lui, il y avait déjà Sophie Hoffman. Et au bout de 2 ans, Daniel, qui fait déjà 452 chroniques par an, dit cette fois-ci, je n'en peux plus quoi. Il faut que je prenne des vacances. Et il se retrouve avec une émission, une case de vide à France Inter. Et moi, en fait, il y avait une émission que j'écoutais beaucoup à France Inter, c'était Pop Fiction d'Ali Rébéi à l'époque. Parce que le maître de cérémonie de Grand Bien vous fasse aujourd'hui, il faut pas oublier que c'est un grand amateur de pop fiction et qu'il avait une émission de pop culture plutôt, et qu'il avait une émission qui traitait de ça, qui passait le dimanche. Okay. Et moi j'aimais beaucoup cette émission parce qu'en fait c'était une des rares émissions de service public où on parlait de sujets que je maîtrisais. Et puis voilà quoi. Je me suis toujours dit mais je ne comprends pas. C'est les auditeurs qui aiment le jeu vidéo, qui aiment les comics, les mangas, la bande dessinée de manière générale, les séries et les films d'horreur où ils payent des impôts aussi. Donc pourquoi ils n'ont pas d'émission qui ça leur revient aussi. Le service public c'est censé justement rendre service à tous les publics. Pourquoi on leur parlait pas de Dragon Ball Z, nom de Dieu? Mais voilà, exactement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me dis, c'est bizarre qu'on soit capable d'accepter qu'il y ait des émissions des émissions d'histoire sur des coups d'État en Uruguay ou au Paraguay ou sur des films de la nouvelle vague qui, honnêtement, même si ils ont pu être à l'origine d'une révolution cinématographique, sont pas non plus si transcendants qu'on veut bien le dire. Donc et on parle pas des Dents de la Mer, et on parle pas de Jurassic Park, on parle pas d'Avatar ou ce genre de choses. Donc je trouvais ça bizarre. Et donc j'ai dit moi j'aimerais bien avoir qu'il y ait une émission là-dessus. Et c'était Emmanuel Perrault. C'est ça en fait, mais je me demande un peu en termes de coulisses.
Parce qu'on a tous ce fantasme-là, on se dit mais comment ça se passe quand on est à la Maison de la Radio, à France Inter, qu'on est pour le coup comme toi chroniqueur ou qui fait des remplacements. À un moment donné, on a envie de porter quelque chose, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il faut aller taper à la porte de la mais direction? en fait, ça s'est fait. Oui, alors c'est ça, mais en fait à l'époque ils sont toujours accessibles. Enfin, cette direction-là, c'était Emmanuel Perrault, le grand Manitou, okay. qui lui en fait m'avait déjà connu quand j'étais à Europe 1. Et en fait il était arrivé à France Inter avant moi. Et je sais pas, il avait vu quelque chose en moi que j'ignorais sûrement de moi-même aussi. Et c'est lui qui m'a dit banco. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu ferais comme émission? Je dirais bah voilà, par exemple je parlerais des super-héros parce que pour moi ils sont liés à l'histoire de l'Amérique et à l'histoire même de la grande histoire tout simplement. C'est-à-dire que derrière Hulk il y a la peur du nucléaire, derrière les X-Men il y a la lutte pour les droits civiques, etc. Et j'ai présenté les choses, c'était aux ondes, donc devant un verre, c'est la brasserie qui est à côté de la Maison de la Radio. Ouais, et il m'a écouté avec Yann Fouquet qui était à ses côtés pendant environ 25 minutes et ils m'ont dit c'est bon, t'as ton émission. Mais non. Et donc moi j'étais content, mais en même temps je me suis dit c'est gentil, mais techniquement je n'ai jamais fait d'émission de ma vie. Moi je fais des one-man shows. Comment on fait? Comment ça se passe? Je ne sais pas comment on crée une émission. J'ai jamais fait vraiment de radio. Moi, j'ai fait 4 minutes, tu vois, 4 minutes de chronique. Mais il y a une différence entre être chroniqueur et dire des conneries pendant 4 minutes et puis devoir monter une émission de A à Z, comme on fait pour les invités. Sur France Inter, avec la pression qu'on peut imaginer, il faut trouver les musiques qui vont bien, il faut s'accorder avec les journalistes qui vont venir y participer. D'abord, les chroniqueurs, c'est qui, c'est quoi? Est-ce qu'ils seront acceptés par la direction? Il faut imaginer un travail avec le réalisateur technique. Enfin, c'est un grand barnum, quoi. Ah ça a été un grand barnum. Donc on m'a mis avec une réalisatrice qui est une machine de guerre qui s'appelle Céline Hilla. Et moi, comme j'avais déjà travaillé avec Sophie Hoffman, qui est une attachée de production aujourd'hui, elle a fait un podcast notamment sur le cancer du sein qui est hyper bien, que je vous conseille d'écouter, My Boob Story, et qui travaille désormais aussi avec Dorothée Barbas sur Carnet de campagne. Et comme elle connaissait mieux le média radio que moi, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant que ce soit une co-présentation. Elle incarnera beaucoup plus l'esprit Inter et moi je pourrais continuer d'avoir ce côté geek un peu décalé qui a pas les règles, qui connaît pas les codes, quoi. Ouais, je vois. Et en fait la première émission, j'ai pris un sujet qui pouvait parler à différentes tranches d'âge et puis qui puisse encore parler aux auditeurs d'Inter. C'était Dallas et ça a été une catastrophe. Vraiment, ça c'est c'est facile, les 3 premières semaines de Blockbuster, quand j'allais à la cantine, pour te donner une idée, quand j'allais à la cantine et que mes attachés de production rencontraient des collègues de la Maison de la Radio, ils disaient t'es sur quelle émission cet été? Et eux ils répondaient Blockbuster, j'étais derrière et tu voyais les gens, donc d'autres animateurs, d'autres producteurs de la maison qui disaient mon Dieu ma pauvre. C'était et vraiment les 3 premières semaines, j'étais vraiment le cousin, le cousin honteux de la famille, genre mais comment on a pu laisser passer une émission qui parle de sujets aussi débiles. En plus de ça, c'est adossé à des thématiques qui sont un peu adolescentes en fait, donc c'est genre mais complètement. Bon ok, on a laissé le gamin faire son truc et c'est nul, quoi. Voilà, c'était vraiment ça, c'était mon Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que les audiences de l'été sont tombées. Et ils se sont rendus compte que Blockbuster était l'émission la plus écoutée de l'été et qu'en podcast, on avait même fait mieux Affaires sensibles. Et donc, ils ont eu un calcul de pragmatisme, ouais. de pragmatique. Mais alors, ils ont essayé de me la faire à l'envers quand même, parce que tout n'a pas été... Ils se sont dit, bon, et vraisemblablement, la pop culture, ça intéresse un certain public. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une émission de pop culture à l'année qui s'appellera Pop Pop Pop, présentée par quelqu'un qui est plus pro. Et c'est comme ça qu'ils ont proposé la thématique à Antoine Decaune.
Antoine Decaune, qui à l'époque voulait revenir faire de la radio. Ils ont très vite réalisé un truc, c'est que les gens qui aiment la pop culture, je le sais parce que j'en fais partie, profondément, on est des fadas et on a une bonne mémoire. On sait qui a dit quoi. Et ils se sont rendus compte que que mine de rien, pop, ça prenait pas comme ils voulaient. Que les chiffres que Blockbuster faisait en été ne correspondaient pas aux chiffres que Pop faisait à l'année. Ouais. Mais ce qui est assez logique en fait. Ce qui est assez logique parce que déjà il y a un mood qui est complètement différent en période estivale de l'été, et qu'en fait quand tu fais une émission de pop culture quotidienne, ça t'oblige peu ou prou à devenir une émission de promo. C'est-à-dire que tu deviens tributaire de l'actualité du moment. Ce qui est bien avec Blockbuster, c'est que j'ai quand même une année pour préparer une sorte de fil conducteur de thèmes, de thématiques, et je peux parler de blockbusters, quels qu'ils soient, qui sont déjà validés, déjà passés. Ouais. Donc on n'est pas du tout dans le même espace-temps. Et ça, je pense qu'il y a une vraie difficulté à traiter de la même manière la pop culture en quotidienne. Je pense que c'est compliqué parce que très rapidement, tu deviens une émission de promo, t'as les éditeurs qui s'en mêlent, les producteurs de films, les attachés de presse, et au bout d'un moment, t'as juste une nouvelle bande originale, mais qui parle de blockbuster. Mais et en fait, je pense que ce que le net a changé, c'est que tu peux plus te contenter de faire de la pub aujourd'hui. Il faut avoir un avis critique dessus. C'est-à-dire que c'est plus subtil que ça. Les gens sont pas réfractaires à ça, mais il faut que ça soit beaucoup plus affiché et que tu dises tiens, par exemple, pour ce film-là, là j'ai pas aimé, et que tu t'engages plus en tant qu'individu. Il y a une verticalité qui n'existe plus désormais avec le net, et tu as besoin d'incarner beaucoup plus dans tes qualités et tes opinions les sujets que tu vas aborder. C'est quoi la recette pour une bonne émission, la petite tambouille entre pour les auditeurs des ondes vocales, il y a un billet d'humeur de Frédéric au début par exemple qui peut être un peu corrélé souvent à l'actualité politique et sociale d'ailleurs. Oui, parce que ça c'est ma petite. Je sais que si j'écoutais les gens, ça fait déjà longtemps que j'aborderais plus certains sujets, mais d'abord, si j'écoutais les gens, je ne ferais pas ce métier. Et puis, on en revient à ce que je disais au début. L'important, c'est que moi, je me sente bien et honnête par rapport à ce que je suis et ce que je pense. Et quand il y a des trucs qui me semblent scandaleux, j'ai une tribune, je l'utiliserai jusqu'à ce qu'on me l'enlève en fait. Ok, donc ça c'est ok pour la direction de France Inter. Ils disent c'est une émission de pop culture, de blockbuster, mais on a le droit aussi de venir avec. C'est pas forcément. Non, c'est pas forcément ok. Des fois ils râlent, mais je m'en fous. L'émission démarre avec ça. Ensuite, il faut se construire une bande. Comment on fait la bonne recette? C'est-à-dire, il faut un journaliste qui est plutôt dans. En fait, il faut des gens qui, il y a déjà plein de chercheurs qui ont fait des thèses sur certains sujets qui recoupent le thème qu'on va aborder. Et puis il faut des bons communicants, ça c'est sûr. Après, il y a aussi il y a le casting idéal sur le papier et le casting que les gens vont entendre. Et des fois, c'est deux choses très différentes parce que tout le monde n'est pas sur Paris. Ça déjà c'est un truc. Donc moi je préfère quand même quand les gens sont autour de la table, parce que quand c'est par reporting, quand c'est par téléphone, c'est beaucoup plus compliqué. Si quelqu'un veut rebondir sur ce qu'il vient d'entendre, moi je le vois pas, il peut pas lever la main et ce genre de choses. Donc j'aime bien que les gens soient en studio, mais tout le monde n'est pas sur Paris. Ensuite t'as des gens, ils vont venir sur leurs propres frais, parce que France Inter, c'est un service public qui défraie personne. Ah ouais. Donc non, tous ceux qui viennent, c'est des gens, soit c'est leur maison d'édition, d'accord, qui parce qu'ils ont ils ont un livre et tout ça qui va leur payer le billet de train ou d'avion ou quoi que ce soit, mais personne n'est payé, et France Inter ne paye pas du tout pour venir parler à la radio. Donc déjà ça va séparer un certain nombre de très bons candidats. Okay. Et de très bonnes candidates aussi.
Okay. Parce que voilà, il y a ce principe de sectorisation. Et puis ensuite, il y a certains sujets qui sont tellement, par exemple, quand je fais une émission sur Transformers, c'est compliqué. Il n'y a pas d'annuaire qui dit les experts et expertes de Transformers. Donc il faut fureter sur Internet. Et il faut en parler à des gens des fois passer par Hasbro pour dire est-ce que vous avez un fan qui collectionne toutes les figurines de Transformers depuis des années que vous connaissez. Ah bah oui, il y a du gros boulot de sourcing. Il y a notamment aussi un habitué de Blockbuster qui est Dedo, qui est qu'on connaît parce qu'il fait du stand-up qu'on a vu dans quelques mini-séries. Il était dans Bref, je crois de mémoire. Oui. Alors en fait, déjà il est beaucoup plus connu que moi parce que c'est un humoriste qui a fait de la télévision. Le Jamel Comedy Club, c'est quand même une émission culte. Il fait partie de la génération de Fabrice Eboué, Thomas N'Djidjob, Blanche Gardin. Ouais. Et puis c'est un très très bon copain. On s'est rencontrés lors d'un festival d'humour en Martinique et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un amour commun pour la pop culture. Et donc c'est pour ça que je l'ai invité de plus en plus souvent. C'est valable aussi pour un Olivier Bénis qui lui travaille à la rédaction de France Inter et qui s'occupe plutôt des jeux vidéo, qui a une très bonne chronique qui s'appelle la faute aux jeux vidéo. Et puis aussi des gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai travaillé au fur et à mesure et qui sont vraiment de très très bonne qualité. Benoît Lagan qui a été remercié il y a peu de temps par France Inter, mais qui a une connaissance anthologique et historique des séries dans leur et pas forcément que des dernières séries un peu hype sur Amazon Prime, HBO ou ce que tu veux. Non, vraiment lui c'est des séries de manière générale et qui sait en plus en parler avec passion. La musique, elle est importante aussi dans Blockbuster, comme pour toutes les émissions de France Inter. Il y a des pauses musicales dans les émissions de talk, c'est un marqueur fort. Et comme dans toutes les émissions de France Inter, la musique, elle n'est pas là par hasard. Il y a, tu peux nous expliquer un peu, il y a les morceaux de la playlist France Inter. Il y a les morceaux de la playlist. Alors, quand on fait une musicale, en général, quand on fait Jul ou Amy Winehouse, j'ai droit à deux chansons du chanteur ou de la chanteuse nommée. Et en fin d'émission, je casse le truc avec un morceau de la playlist parce qu'en fait, il y a des contrats qui sont passés entre les maisons de disques et le service public pour que un certain nombre d'artistes français soient diffusés sur des radios de service public. Tu l'as dit, il y a des morceaux de la playlist, il y a des morceaux qui sont autorisés entre guillemets parce que l'artiste c'est Diams, c'est Jul et donc ou John Williams, voilà. Et puis après on essaye de trouver des morceaux qui ont un lien avec la thématique. Et donc toutes les semaines je me retrouve dans le bureau du programmateur musical. Et je choisis, on fait la programmation des 2 mois qui vont venir. Dernière question, Frédéric. Donc toi, tu bosses à France Inter. Les émissions que t'écoutes sur Inter, tes émissions chouchou, tes animateurs chouchou, c'est quoi en ce moment? Je vais pas mentir, de toute façon ça se voit. C'est évident que Charline et toute sa bande étaient mon émission favorite de très très loin parce que voilà c'est mes amis, c'est des gens avec qui j'ai travaillé, puis j'aimais bien qu'il y ait un espace parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, France Inter n'est pas une radio de gauche, ou alors c'est ceux qui l'écoutent pas qui pensent ça, mais voilà, donc c'était évident, tous les humoristes qui étaient dans cette émission, je les aimais vraiment beaucoup. Et puis sinon en podcast que j'écoute plutôt parce que je suis pas un grand j'écoute la radio en fond, mais moi je préfère écouter de la musique. Vraiment chez moi c'est un truc que je privilégie. Et s'il y a des podcasts, je vais par exemple écouter les podcasts de First Print de Arnaud Tomassini et Corentin de Comics Blog, parce que je trouve qu'ils font un taf sur le comic book qui est pas facile, parce que autant faire des podcasts sur les mangas stars vedettes, c'est assez simple parce que tu peux très vite tu parles de Dragon Ball, tu parles de One Piece, tu vas avoir des clics.
tu vas parler de Swamp Thing, d'Alan Moore, de Warren Ellis, là, ça va être plus compliqué. Tu vas t'adresser déjà à un public un peu plus pointu. Donc, je trouve qu'ils font un travail absolument salutaire. J'aime bien aussi des podcasts type mes couilles sur la table. Tu vois, où voilà, je trouve que c'est j'aime bien le ton. J'aime bien les certains podcasts féministes. Voilà, parce que ça me permet de comprendre aussi ce qui peut le monde qui nous entoure, nous les hommes. Voilà, puis surtout le truc c'est que il y a 50% de l'humanité qui a aussi des choses, des points de vue et des choses à raconter, et donc je trouve que j'aime bien les entendre, même quand je suis pas forcément d'accord, en me disant tu vois, si là t'es gêné, c'est peut-être que t'as un souci, d'où ça vient, etc. Donc je trouve que c'est pas mal. Et puis qu'est-ce que j'écoute aussi comme j'écoute de temps en temps c'est plus que de la SF de Loïc Cherry, parce que j'aime bien les invités qu'il invite, qu'il fait venir, parce qu'en comme en plus ils sont souvent à distance, il a la chance d'avoir de gens qu'on n'entend pas régulièrement sur les médias généralistes, et voilà. Mais globalement, le cœur de mon écoute, ça reste la musique. Justement, moi j'ai une proposition. Il y a Blockbuster, mais comme tu es un gros fan de hip-hop, on se comprend, hein. On est ensemble, c'est la même famille, Frédéric. Moi j'ai une proposition à te faire. Tu vas aller voir la direction de France Inter et tu vas leur dire ok, il y a eu Blockbuster pour la pop culture, on va sortir Banger pour tout ce qui est les grands groupes et les grandes musiques de rap français, de rap américain, et ça c'est la prochaine émission estivale ou en podcast. Ce serait pas fou ça, sans déconner? Écoute, tu sais que je pense que ça les intéresserait énormément, et je pense même qu'ils ont déjà essayé de le faire, mais ils l'ont pas forcément fait de la manière la plus intelligente. C'est-à-dire que quand ils ont fait le Grand Urbain avec Quentin, Eric et Quentin, je pense que c'était parce qu'il y a eu une émission de rap qui passait le samedi à 20h et qui n'a pas trouvé son public parce que c'était le samedi à 20h. Non mais tu vois, on pourrait partir sur un banger d'1 heure consacré à la FF, parce que comme ça on pourrait parler de SAT, de Don Shoah, etc. On pourrait rentrer dans le détail, c'est ça qu'on veut. Écoute, tu sais quoi, le rendez-vous est pris, on se fait un grand blockbuster sur la Funky Family. C'est noté. Et alors là, franchement, je serai le premier des auditeurs. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir accordé du temps. On rappelle que Blockbuster, c'est évidemment tous les jours de l'été à 17h sur France Inter. Évidemment, en podcast, vous pouvez les écouter même quand c'est l'hiver, hein, parce que justement, ça nous rappelle un petit peu l'été. Frédéric Sigrist, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout l'envers du décor de cette émission, et encore bravo pour toute la passion et l'engouement que tu mets, toi et ton équipe, pour justement mettre cette, non pas pop culture, mais cette culture en avant. Merci. Merci à toi, Julien, et je transmets à toute l'équipe. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Et des ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audoux au micro. On se retrouve le 1er septembre pour une nouvelle saison des ondes Vocast. Tenez-vous bien, ce sera la 7e. Merci à notre invité Frédéric Sigrist. Merci aussi à Rémi et à Julien pour leur contribution. Et merci à vous d'être toujours plus nombreux à l'écoute. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Passez un bel été et rendez-vous en septembre. Salut! Des ondes Vocast.